comment travaille-t-on au niveau du groupe Amaury? On essaye, depuis 2006, on récolte de tous nos agents, de toutes les sources d'informations qu'on a, toutes les statistiques, tous les éléments pour pouvoir construire une base de données. Alors, au niveau des effervescents, je ne vous cache pas, c'est un peu plus facile que ça peut l'être sur les vins tranquilles, puisque vous êtes en termes de producteurs plus réduits et plus identifiables que dans les vins tranquilles, mais dans les vins tranquilles, on commence à avoir une base de données qui est intéressante, et on consolide ces chiffres. Alors les consolider, c'est bien, les analyser, c'est mieux. Donc voilà, ça se traduit comme ça. Ça, c'est une page de notre analyse qui reprend le mix produit dans tous les pays du monde. Alors c'est facile, vous allez me dire la France, etc. Ça, c'est la partie la plus facile, hein, pour l'Espagne, etc. On arrive à identifier. Donc on sépare d'une part les vins tranquilles, les bouchons naturels, les colmatés, les 1+1, les micros. On sépare ensuite les champagnes avec les 2 disques, les agglomérés de champagne, les micros agglomérés pour le champagne, les bouchons spiritueux à base de liège, les synthétiques et les scoucas, et les alternatives, quelles qu'elles soient, parce que l'ensemble du marché est notre marché, et on doit connaître les évolutions pour en avoir une vision objective et tirer les enseignements qui doivent être tirés. Voilà. Donc on le fait sur tous ces pays, mais on le fait aussi, pas seulement sur les pays qui ont des productions, mais on le fait aussi dans les pays qui font des embouteillages. Partout où il y a de la vigne, tous les pays sont référencés ici. Donc on va le faire en Azerbaïdjan, en Kazakhstan, en Géorgie, partout on a des agents pour essayer de consolider tout ça et sentir les tendances. Alors aujourd'hui on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur les chiffres qu'on a au niveau des effervescents. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents, ce sont nos chiffres, on peut commettre des erreurs, et on en commet beaucoup, mais on partage avec vous. Alors ce qu'il y a de bien, c'est quand on compare des années différentes, les erreurs qu'on commet aujourd'hui, ils sont dans les années précédentes. Donc on a un périmètre qui est globalement comparable. Voilà. Donc au niveau des effervescents, premier chiffre. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 6 dernières années? En 2005, selon nos sources, se produisait en effervescent boucher-liège. Donc je ne tiens pas compte ici des bouchons plastiques qui sont utilisés nommément en Allemagne, qui sont utilisés en France chez certains opérateurs, principalement 2, et aussi en Russie, et dans les pays de l'Est. Mais je tiens à signaler, et ça c'est très important, que cette partie de ces bouchons synthétiques, et vous le verrez dans les chiffres qui vont suivre, se réduit de jour en jour. Et ça c'est significatif d'une grande tendance au niveau du marché. Des grandes évolutions se passent sur ces segments-là. Alors qu'est-ce qu'on a noté, et je pense que c'est intéressant, en 2005, il se faisait 1,7 milliard de bouchons effervescents boucher-liège, toutes familles, méthode champenoise, Crémant, Charmat, etc. Et en 2010, selon nos sources, on est à pratiquement 2,50 milliards. Donc c'est-à-dire, on a eu une moyenne de croissance, parce qu'au milieu on a une crise, de 3,7% de croissance par an. C'est le triple de la croissance au niveau des vins tranquilles. À noter que sur ces chiffres, on peut noter en 2008 déjà un affaissement sur le dernier trimestre. Quand je rappelle qu'en 2008, la crise a commencé à toucher l'économie mondiale à partir d'octobre, et la première famille à être touchée par cette crise avait été la famille des effervescents. Donc les statistiques de 2008 ont déjà été touchées, la famille effervescents avait été touchée par cette crise. Donc on voit une réduction en 2008 de 1,4%. 2009, globalement, à l'identique des autres familles des vins tranquilles, une réduction de 8,1%. On estime globalement que la baisse de l'embouteillage au niveau des vins tranquilles était aussi au niveau mondial de l'ordre de 8%, avec des pays qui étaient supérieurs et d'autres qui étaient inférieurs. Là, je vous parle d'une tendance mondiale. Par contre, c'est très intéressant, une croissance sur l'année 2010 de 15,1%. De notre côté, on a eu une croissance l'année dernière, sachant qu'on avait perdu en 2009 uniquement 3%, 2% au niveau des volumes au niveau bouchons champagne. On a eu une croissance au niveau des bouchons champagne de 25%. Donc il fallait absolument qu'on comprenne cette tendance. Est-ce que c'est un accident?
Est-ce que c'est un rattrapage par rapport à la crise? Est-ce que c'est des parts de marché qu'on gagne à la concurrence? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une croissance des effervescents au niveau mondial? Est-ce que c'est quelque chose qui est de courte durée, ou est-ce quelque chose qui va s'inscrire dans la durée? C'est très important pour mettre en place notre politique de matières premières, mettre en place notre politique industrielle, et mettre en place notre politique commerciale pour accompagner les besoins futurs de nos clients. Alors, on a essayé, on recoupe après les dernières statistiques qu'on récupère de différents organismes. Vinexpo vient de communiquer, comme il le fait tous les ans, par l'intermédiaire d'organismes IWRS, des statistiques qui me semblent un petit peu en dessous de la réalité. Ils estiment que pour l'année 2010 et 2014, mais on va partager ça, la croissance sera de 5,61%, avec une croissance par an pour les effervescents de 1,37%. Je crois qu'ils sont pessimistes, mais ils sont marqués par la crise 2009 et par la crise des vins tranquilles. Au niveau des vins tranquilles, et là je les rejoins par rapport à ces chiffres, une croissance pour les vins tranquilles de 2,98% et une croissance annuelle par an de 0,74%. Alors, il est important pour les spiritueux, 2,23%, qui est aussi un chiffre qui me paraît en ça la réalité. Alors, voilà, c'est les chiffres qu'ils ont, sachant qu'il y a un point que je ne vais pas évoquer aujourd'hui et je vous le laisse l'analyser puisque vous connaissez mieux que moi, mais il semble, et c'est un fait depuis le mois de janvier, qu'avec les dernières récoltes, que ce soit dans l'hémisphère sud, en Australie, en Argentine, au Chili, qui n'a pas rattrapé qui a une récolte faible sans avoir récupéré au niveau du tremblement de terre, les récoltes françaises, les récoltes allemandes, les récoltes dans les pays de l'Est, qu'on va avoir pour la première fois un nombre de vins dans le monde. Et ça a commencé. D'où une augmentation au niveau des cours, au niveau mondial, des vins blancs, pour commencer, qui sont en manque. Premier cépage est en rupture dans certains pays comme aux États-Unis, c'est le chardonnay. Aujourd'hui, il y a un manque de chardonnay pour le marché américain. Donc je pense que ce sont des informations qui sont importantes. Et sur d'autres pays, bon nombre d'intervenants qui achètent une partie de leurs besoins sur des vins en vrac, ont vu, par exemple, en Amérique du Sud, le coût du vin en vrac passer de 20 cents le litre à $1, comme c'est le cas aujourd'hui au Chili. Alors tout ça, ce sont des éléments qui sont intéressants et qui vont avoir des réflexes sur l'ensemble des marchés et sur votre marché. Et je pense que par rapport aux chiffres que je voyais au niveau des potentiels que vous montriez tout à l'heure de plantation, je pense que c'est des éléments à prendre en considération parce que cette rupture et cette crise au niveau des approvisionnements est peut-être quelque chose qui va durer et qui peut nous permettre à l'industrie d'avoir des perspectives très intéressantes et d'adapter aussi des politiques commerciales et avoir un peu plus confiance en l'avenir. Mais ça, je vous laisse juger, c'est pas du tout ma partie. Au niveau du segment, c'était une analyse qui avait été faite déjà en 2009 par Euromonitor et qui plaçait un petit peu la capacité de volume et surtout le potentiel de croissance dans les années à venir des différentes familles. Et je tenais à souligner quand même qu'ils étaient déjà d'accord dans cette analyse qui a été réalisée en 2009 que la famille qui avait plus de potentiel de croissance et de loin au niveau des vins était la famille des autres effervescents. Sachant que la famille Champagne a un potentiel de croissance non négligeable et qui est à son rythme. Aujourd'hui, ils ont fait les dernières 320 et quelques millions de bouteilles et ils vont tranquillement, selon la politique de prix qu'ils vont faire, se diriger, et ça, malgré leur communication, certainement, vers ça. Il y a des ex-champenois qui connaissent bien le métier, mais ils vont se diriger tranquillement pour les 6-7 prochaines années vers 400 millions de bouteilles, tout en expliquant qu'il y a une grande rareté et qu'il n'y a pas de croissance. Mais je leur fais confiance pour gérer leur évolution. Au niveau des grandes tendances, on a vu au niveau de l'année plusieurs phénomènes. Retour de la Champagne, des spiritueux, croissance au niveau des champagnes, au niveau de l'Angleterre, une très grande année au niveau des volumes de cava, mais on va revenir parce qu'il y a d'autres conséquences derrière. Le cava en volume a fait une très bonne année, une très mauvaise en valeur. On pourra revenir par rapport à ça. Une explosion au niveau de l'Italie, on verra un petit peu les chiffres, et particulièrement sur des pays comme les États-Unis,
et l'Angleterre, avec des croissances non négligeables. Et puis d'autres nouvelles, par exemple, que vous avez vues dans la presse et qui sont non négligeables. Moët & Chandon va s'installer, à mettre une maison en Chine, avec toutes les difficultés qu'on connaît au niveau climatique, mais aussi avec tous les avantages et toutes les potentialités au niveau du marché. En général, quand ils se sont installés dans un pays, la consommation au niveau des civilisations a suivi. Ils ont rarement eu des échecs. Et l'autre phénomène qui a déjà été évoqué, c'est la croissance non négligeable du segment des rosés. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne par pays et les évolutions par rapport à 2004? La France, selon nos statistiques, alors ici, à l'exception, et je tiens à partager avec vous, c'est important ce point. Sur la France et l'Espagne, rentrent dans ces chiffres les bouchons agglomérés qui sont utilisés pour l'industrie du cidre, qui sont, et je vous les donne, 100 millions, ok, et les 20 à 30 millions qui sont utilisés pour la bière. Et vous avez le chiffre des effervescents. Donc ça nous donne un potentiel globalement de 510 millions. Sachant que ces deux segments ont été stables dans ces deux pays, on peut s'apercevoir que sur la France, on a eu globalement, entre 2004 et 2010, une croissance de 30 à 40 millions par rapport à l'utilisation des bouchons de liège. Au niveau de l'Italie, donc la récupération a été faite et la croissance semble, selon nous, en bonne voie et avec des potentialités de croissance. Le grand phénomène de tout ce tableau, un des deux grands phénomènes, c'est l'évolution de l'Italie. On passerait de 2004 à 2010 à une production en Italie de 335 millions de bouteilles à 450 millions de bouteilles l'année dernière, avec des ruptures dans certaines régions et avec des succès à l'exportation qui sont non négligeables. Principalement à l'exportation, mais toujours porté aussi, comme la France, par un marché local qui est très solide. L'Espagne, dans sa globalité, a une croissance l'année dernière, mais reste encore inférieure par rapport à l'année précédente. On reviendra sur ça. Autre grand phénomène au niveau du bouchon de liège, c'est l'explosion en Russie, avec un changement de mix, l'arrêt des bouchons plastiques, pour bon nombre il en reste encore, pour les bas de gamme, et une volonté de monter en gamme des intervenants, et avec une croissance très forte au niveau de l'utilisation. Ici, on parle principalement de bouchons agglomérés. Il n'y a pas de disque. Mais le reste, ce sont des bouchons, des vins effervescents. L'Australie, je ne sais pas si vous avez noté, mais l'Australie aujourd'hui fait 100 millions de bouteilles effervescentes. Alors, ça a une croissance assez importante, mais je tiens à signaler que c'est le seul segment en Italie qui résiste aujourd'hui. L'Australie, pour vous donner un ordre d'idée, est passée dans les 10 dernières années. Ils ont fait en 10 ans ce que certains pays ont fait en 50 ans. Ils sont passés 400 millions de bouteilles à 1,2 milliard de bouteilles. Aujourd'hui, les chiffres sont peut-être de 800 millions de bouteilles. Mais le segment de champagne n'a cessé de croître. L'Allemagne est un marché très stable, sachant que leur marché est beaucoup plus fort que ça, puisqu'ils utilisent beaucoup de bouchons plastiques aussi, pour les hard scooters, et c'est un marché de prix très bas. Mais c'est un marché qui résiste et qui est très stable, et qui a bien résisté durant la crise. Voilà. Les États-Unis, pour la première fois, après une certaine stabilité, est en croissance. Ça repart. On reviendra sur ça, etc. Donc la Hongrie, la croissance au Chili, et vous allez voir, les chiffres du Chili vont augmenter de manière très forte, puisqu'il y a une volonté des Chiliens qui sont aussi implantés en Argentine de se développer sur cette famille de produits, et les autres se développent. Donc globalement, une croissance de 25% sur les 6 dernières années, avec, comme on l'a vu tout à l'heure,